Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, d'après ces calculs, c'est désormais certain. La probabilité de voir Alpine champion du monde de Formule 1 est désormais supérieure à celle de voir le hack monter en Ligue 1. Romain est avec nous. Salut Romain. Salut, et ouais, je confirme. J'avais pronostiqué qu'il serait là ce soir, mais il n'a étonnamment pas parié dessus. Florian est également parmi nous. Salut Florian. C'était une évidence. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, le regret de la licorne. Retour sur Amiens Hack. Activez-vous et la rubrique des auditeurs internautes. Droit TV, Armageddon selon Vincent Bolloré et quelques brefs du hack dont vous avez l'habitude. Avant de commencer cette émission, message de soutien au nom de toute l'équipe à l'attention de celles et ceux qui se sentent seuls ou mal dans leur peau et que le couvre-feu et les interdictions de rassemblement public, comme les matchs de notre cher hack, plongent encore un peu plus dans l'angoisse. Sachez juste que vous n'êtes pas seul, nous sommes une communauté et les mots de soutien que vous pouvez adresser à ceux que vous sentez en méforme ou en dépression font toujours du bien. Prenez soin de vous, de vos proches et aussi de ceux que vous pourrez croiser. Cette sale période finira bien un jour. En attendant, faites-vous le plus de bien possible et n'oubliez pas que cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 17, c'est parti. Le regret de la licorne. Le match entre Amiens et Le Hack qui a eu lieu samedi marquait plusieurs changements et le plus grand, bien évidemment, ce sont les débuts de Khalid Boutaïb qui apparaissait comme un serpent de mer depuis plusieurs mois, mais cette fois-ci c'est bon, il a enfin débuté, il est qualifié et on peut dire qu'on n'a pas été déçu. On a vu enfin aussi un changement tactique qui était impossible jusqu'alors et qui a fait beaucoup de bien. Et on revoit qu'entre autres, Bonnet est définitivement de retour dans l'effectif et ça nous fait plaisir. Et que Yacouba Koulibaly est sorti du formol de manière un peu étonnante, mais qui a eu une certaine réussite. Romain, c'était un match plutôt plaisant samedi dernier. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, d'un point de vue général de ce 0-0 ramené de la licorne? Ouais, on a passé une bonne soirée, c'était intéressant, il y avait du jeu des deux côtés. On a vu une formation en 4-4-2 qui est pas pour me déplaire, mais on pouvait pas la faire avant, je pense, mais avec l'arrivée de Boutaïb, on s'est lancé dans un 4-4-2 en losange qui était plutôt bien. Un petit bémol sur les activités sur les côtés, j'aurais pas vu Basque et Mbemba à ces postes-là. Bon, après, je pense que Paul Le Guen, il n'a pas voulu prendre trop de risques et de mettre des profils trop offensifs. Mais j'ai pas trop aimé Romain Basque sur le match de samedi dernier. Après, j'ai lu d'autres commentaires, des personnes qui ont apprécié sa prestation. Moi, à moitié. Voilà, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. 0-0, il est logique. Ça aurait pu. Moi, j'avais parié sur un nul, alors pas 0-0, mais je voyais bien un nul entre ces deux équipes. Florian, toi, tu avais parlé justement de Romain Baz dans ce poste de milieu gauche à la Blaise Matuidi, qu'on a retrouvé encore avec une organisation un peu différente. Est-ce que toi, ça t'a conforté dans ton opinion vis-à-vis de Romain Basque à ce poste-là? Et plus généralement, qu'est-ce que tu as pensé du schéma tactique que Paul Le Guen a proposé? Quand j'ai vu la compo, j'étais agréablement surpris, pas par le 4-4-2, parce que ça on s'y attendait avec Boutaïb qui rentrait dans le 11. Après, c'est surtout le choix des joueurs. Déjà, Ersoy qui va goûter un petit peu, qui sort de l'effectif pour mettre Gibo dans l'axe. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Parce qu'on a vu que Gibo sur un côté, c'est pas exceptionnel. Mayembo, il fait une très bonne saison, donc difficile de sortir. Meras qui retrouve son côté gauche parce que on a essayé plein de solutions, mais Ben Mohamed, tout ça, c'est pas passé. Et Koulibaly qui rentre. Moi, je dis pourquoi pas, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver ce latéral en plus qui ferait du bien. Si c'est Yakuba, on prend. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout un latéral qui soit bon, enfin qui soit le meilleur possible. On ne demande pas le meilleur joueur de l'équipe, mais au moins qu'il soit correct, parce que c'est vrai que sur les côtés en ce moment, c'était pas terrible. Après, l'animation milieu de terrain, ça m'a plu. Après, Basque, je l'ai trouvé plus dans l'axe que sur un côté gauche. Après, voilà, pareil, Basque, on le fait traîner un peu partout. Donc, il faudrait au moins quelques matchs à ce poste pour peut-être retrouver ses marques. Bonnet en 10, c'était un choix, je trouve, excellent. En attendant la rentrée d'Abdelli. Évidemment,
On l'attendait comme le Messi, Boutaïb est arrivé dans l'effectif, donc c'est plutôt intéressant. Moi j'attends juste une chose, c'est le retour d'Abdelli. Par contre, qui sortira de l'effectif? J'espère que ça sera pas Basque. Pourquoi pas un bonnet un peu plus bas et Abdelli en 10. Niveau créativité offensive, ça serait très intéressant. Après, pour la première mi-temps, c'était bien, c'était sympa à regarder. Petit bémol pour Jamal sur sa première occasion où il part tout seul face au but. Ça fait quand même quelques fois qu'il rate des grosses occasions. Il faudrait pas que ça devienne récurrent. Je pense que ça vient d'un manque de confiance. Je pense qu'il est capable de les mettre. C'est pas le finisseur exceptionnel qu'on a eu par le passé avec des Tino ou des Mateta. Mais c'est vrai que ça commence à être récurrent. J'espère que les prochains face-à-face, il pourra les mettre. Parce que là, par exemple, on aurait pu commencer le match à 1-0. C'était justement les deux axes qu'on voulait améliorer un peu poursuivre. Justement, on a vu l'entente entre Boutaïb et Bonnet, c'est très très intéressant et tu l'as dit. Si tu rajoutes Imad dans l'affaire, ça peut être vraiment quelque chose de très plaisant à voir. Malheureusement, oui, on l'avait dit déjà pour Jamal, déjà la semaine dernière, ça commençait à être difficile. Là, moi, je prends position, il va falloir qu'il s'améliore et vite, il faut qu'il marque parce que là, maintenant, si on est capable de faire des choix tranchés, la non-réussite de Jamal va devoir vite, rapidement s'arrêter. On ne lui demande pas effectivement de marquer 10 ou 15 buts sur la deuxième partie de saison, mais effectivement, ne serait-ce que hier, s'il avait réussi sa première occasion, peut-être il va retrouver ce surplus de confiance qui lui manque et qui fait que, en ce moment, il n'y a rien qui va. Et à plus forte raison, s'il a Boutaïb à côté de lui et qu'on voit qu'il a et Boutaïb et Bonnet pour distribuer et que ça joue bien et que lui à côté, malheureusement, il n'est pas capable de marquer une occasion sur 3 pour pas être plus méchant, ça risque de se compliquer un petit peu. C'était bien. Franchement, c'était un match plaisant. Ensuite, effectivement, le fait que le terrain a été enneigé et que peut-être qu'il y avait une structure, ça a peut-être incité les joueurs à pas faire de gros tacles ou de gros tampons. Moutmeras d'ailleurs a failli. Pour moi, il aurait dû prendre un jaune. Il était à deux doigts de se prendre un rouge sur une occasion où il est juste rappelé à l'ordre par Gaël Angoula. Mais effectivement, le fait que le terrain était justement peut-être un peu spécial, ça a permis justement d'avoir des grosses occasions, des contres dans tous les sens. Et moi, j'ai bien aimé. J'espère qu'on aura des matchs aussi plaisants par la suite. Romain, j'aimerais voir justement, on parle justement d'Abdelli et de Tiaré. On se doute bien qu'à un moment, même dans l'équilibre de l'équipe, avoir Boutaïb, Bonnet, Abdelli plus Tiaré, peut-être qu'il y aura des choix à faire. Si on devait ajouter Boutaïb plus Bonnet en 10, est-ce qu'on ferait comment? On met Abdelli en deuxième numéro 10 en laissant Boutaïb tout seul, ou on tente le quartier offensif Boutaïb, Bonnet, Tiaré, Abdelli? Non, mais si je regarde la compo d'hier soir, moi je fais glisser tout simplement Bonnet à gauche sur son côté gauche. Il retrouve son côté gauche dans le losange et je mets Abdelli à la pointe du losange et je laisse Tiaré et Boutaïb devant. Après, effectivement, il va falloir que Tiaré trouve son rôle là-dedans parce que les dernières prestations elles sont pas bonnes et là maintenant que Boutaïb est arrivé, il va falloir qu'il joue un autre rôle que ce qu'on lui demandait jusqu'à maintenant. Il va falloir qu'il trouve ses marques. Et il manque cruellement de confiance. Moi, je compte aussi sur Boutaïb pour ramener cette confiance. Mais alors là, à un niveau plus général dans l'effectif, j'ai bien aimé son interview d'avant-match. J'ai bien aimé les mots. Il dit clairement aussi qu'il peut pas faire tout seul. Et ça, je pense que c'est très clair. Mais il fait bien de le rappeler. Et je pense que ça peut être lui notre électrochoc à défaut. Certains parlent de parler de la semaine dernière de se séparer de Paul Le Guen. Non, il y a pas de sujet, mais je pense que si on veut un électrochoc mental, et aussi pour Thierry d'ailleurs, je pense que l'arrivée de Boutaïb va faire énormément de bien à ce niveau-là aussi. Florian, pour toi, est-ce que tu rejoins Romain dans son analyse de ce que pourrait donner l'attaque du Hack quand nous aurons récupéré tous les joueurs, parce qu'il y a aussi Bentil aussi qui rentrera dans la rotation, qu'il ne faut pas oublier. Oui,
exceptions près, moi je pense qu'il faudrait faire un 4-4-2 mais plus resserré, pas forcément des ailiers, plus des gens dans l'axe. Qu'on avait vu que Bonnet à côté de l'écale, quand on était en 4-2-3-1, c'était pas mauvais. Donc pourquoi pas un Bonnet un peu box-to-box, créateur, qui va vers l'avant avec un Lécal et puis un Basque ou un Mbemba qui s'occupe plus de la partie défensive. Ça ferait beaucoup de créativité, mais après cela dépendra surtout de l'adversaire parce que évidemment si on joue un bloc haut, un bloc bas, ça change un peu si on a besoin de plus de créateurs ou non. Et pourquoi pas, ouais. Enfin, on s'est beaucoup, on va pas se mentir, on s'est beaucoup ennuyé cette saison. Si on peut avoir au moins un match où on a toute notre force offensive présente sur le terrain, on dit pas non. Bah, tu vois, moi je signe tout de suite hein, pour des matchs, enfin de la qualité, on va dire du sérieux qu'il y a eu ce week-end contre Amiens et de l'animation. Moi je signe tout de suite pour ce genre de match jusqu'à la fin de l'année en jouant parce que voilà, je me fais plus trop d'illusions, mais je préfère regarder ce genre de match même si ça se finit sur un 0-0 et qu'on termine au milieu de tableau quoi. Oui, bah, au moins déjà, ce qui était bien samedi, c'est qu'on n'a pas la rating qui a saigné, donc ça, c'était Voilà. bien. Puis, on n'a vraiment pas passé une mauvaise soirée. Certes, ça fait 0-0. Euh, et tant bien même, on aurait même pu perdre sur une action là, dans les dernières minutes où l'Amiénois trouve la barre. Tant bien même, on aurait perdu 1-0. Bon, au moins, on ne s'est pas ennuyé. Et il y a une base de travail qui est quand même plus intéressante que de se taper des 0-0 ennuyeux au possible où tu sentais bien que tu n'avais pas envie. Ouais. Alors ensuite, effectivement, tu as le côté, comme j'avais dit, le terrain qui a peut-être fait que le côté bloc dur n'a peut-être pas pu se faire avec la même intensité et la même rigueur défensive. Bon, c'était peut-être les circonstances qui ont fait ça. Ça se trouve peut-être que le samedi prochain contre Guingamp, on va retrouver des blocs sérieux, durs. Mais au moins, ouais, voilà, qu'on s'embête plus. On ne s'embête plus. On ne s'est pas embêté samedi. Et si on pouvait avoir effectivement au moins ce niveau de, pas dire de plaisir intense, mais au moins de non-ennui, ce serait déjà une bonne chose. Par contre, mathématiquement, on n'a pas fait du tout l'affaire du siècle, hein. On a reperdu une place au classement. On n'est qu'à 5 points de Rodez. Et puis on joue des matchs chauds pour ce classement tous les week-ends en ce moment. Guingamp la semaine prochaine, c'est rebelote quoi. Rebelote, un adversaire direct. C'est vrai que, enfin là, mentalement, faut s'accrocher parce que on n'a pas fait du tout une bonne affaire mathématique, hein. Oui, mais la bonne affaire mathématique, de toute façon, elle compte pour quoi? Pour essayer de refaire un classement. Est-ce que fondamentalement, entre finir huitième et finir 12e, ça va changer quelque chose vraiment fort? Dans l'absolu, pour moi, non. C'est pas tant ça le problème. Tu aurais peut-être un problème, c'est si tu voulais recruter des joueurs en prévision de la saison prochaine avec une perspective de potentiellement monter. C'est vrai que c'est plus facile de finir 7-8 et de dire on a l'ambition de faire 3, 4, voire de faire mieux si ça veut rigoler, que de recruter des joueurs où on dit bah, t'es 12e et on veut faire 4e. Le mec il va peut-être te regarder en Ah disant mais oui. je parle du maintien, je parle du maintien, hein. Je parle du maintien. On est à 5 points du 18e, c'est ça que je veux dire pour l'instant. C'est pas, voilà, ça va être chaud. Tu me dis, j'avais déjà dit la semaine dernière que j'étais inquiet. Je suis beaucoup moins inquiet après la prestation. Ça demande à être confirmé, ça demande à être concrétisé par des points en plus. Je veux bien, mais on a enfin le joueur qu'on attend depuis la fin du mercato estival. Il est là. On a vu qu'il pouvait apporter. Ça offre une palette autrement plus intéressante en termes de jeu à Paul Le Guen. Alors certes, il n'est pas à l'abri de se péter dans 2 semaines. Oui, et là, d'accord. Et là, on regarderait à nouveau. Accordons-nous au moins cette petite respiration potentielle en se disant, ouais, avec lui, il y a peut-être quand même quelque chose à faire de plus intéressant. Pour ajouter sur ce match, je voudrais dire aussi que j'ai remarqué dans les stats que Le Havre a gagné 20 duels de plus qu'Amiens en tout sur tout le match. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Il faudra continuer sur ça à l'avenir. Parce qu'on l'a bien vu que Le Havre, même les commentateurs le disaient, qu'il méritait un peu plus, même si Amiens avait la possession. Et surtout aussi un bon match de la défense. À part une occasion où la balle passe derrière la défense et qu'il y a un manque de marquage et une transversale, sinon dans le reste ça a été plutôt propre. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que cela va durer? Est-ce qu'au prochain match ça va partir en éclat comme on le fait depuis des semaines? Ça reste à voir.
Après, pour parler du maintien, le prochain match, il va être décisif parce qu'on joue Guingamp, qui sont juste derrière nous. Nous, on est la 17e équipe à domicile. Là, on a trouvé Boutaïb. On a une animation qui peut être intéressante. Ça va être le moment charnière. Soit on confirme le fait qu'on joue mieux et qu'on va chercher des points, soit ça revole en éclats et là, on va commencer à se dire que ça va être quoi la solution pour nous sauver. Donc moi, j'ai vraiment hâte au match de Guingamp. Ça risquerait d'être un match plutôt plaisant, enfin je l'espère, mais qui est non sans risque et non sans stress. Les gars, il y a juste une question qui se pose justement dans l'équation. Match de Guingamp samedi. On joue Paris en coupe demain. On fait quoi? On le bazarde ce match ou au contraire on essaie de capitaliser sur la bonne prestation qu'on a vue samedi soir à Amiens? Romain, toi, qu'est-ce que tu fais? On fait l'impasse professionnellement parlant, c'est-à-dire qu'on le bazarde pas, on le jette pas à la poubelle, mais on fait jouer des joueurs en manque de temps de jeu et on affiche pas forcément d'ambition dans cette compétition. Non, pour moi, on joue pas la Coupe de France cette année. Enfin, si j'étais Paul Le Guen, c'est ce que je ferais. Ok. Et Florian, toi, qu'est-ce que tu ferais aussi? Alors moi, je suis un énorme fan de la Coupe de France. C'est ma compétition préférée dans le championnat, dans la France. De toute façon, tout ce qui est coupe, moi j'adore. Le problème étant cette année, c'est que ça perd énormément de saveur. Déjà qu'un championnat sans supporters, c'est triste. Bah alors une Coupe de France, où c'est les petits clubs, tout ça, où tu vas au stade, manger ta barquette de frites en étant au bord pelouse sur des terrains amateurs. Bon là, c'est pas des clubs amateurs. Ça perd énormément de sa saveur. Personnellement, c'est peut-être, moi, je m'en fiche. On peut se prendre une fessée. Ça Toi, me passera au-dessus. tu le bazardes plus par rapport au format, du coup, pas par rapport au côté sportif. Bah, le côté sportif, c'est que, enfin, de toute façon, on a toujours été un club. On va pas se mentir. On se fait souvent virer par des petits clubs, je vais pas dire à la con, mais j'ai des souvenirs genre Évreux, tout ça. Donc, moi, j'adore cette Coupe de France, mais c'est vrai que le format, il est atypique. Par exemple, c'est tout bête. Moi, j'aurais préféré, alors c'était pas possible niveau organisation, mais je préfère affronter des petits clubs, c'est beaucoup plus passionnant. Par exemple, je sais plus, je crois que c'est l'année dernière. Ouais, il y avait le Gonfreville-Lille. Voilà, moi c'est ça qui me fait vibrer en Coupe de France. Voir, bon, après, plus on avance, moins on les voit, ces petits clubs, mais un Paris FC Le Havre, bon, bah c'est un match de Ligue 2 qui compte pas pour la Ligue 2, quoi. Donc c'est vrai que moi, ça me passionne pas. Après, si on peut avancer un tour, c'est clair, mais je sais pas, moi, cette année, ça m'emballe pas plus que ça. Surtout, en plus, quand on voit le jeu qu'on produit, enfin, le jeu qu'on a produit. Je préfère me focus sur le championnat, à essayer de se sauver le plus rapidement possible, sans bazarder, évidemment. Ce sont des joueurs professionnels, ils veulent gagner tous les matchs. Mais ouais, faire tourner un peu, par exemple, pourquoi pas un Thierry un peu sur le banc, parce qu'il a beaucoup donné. Un Gorgelin même, juste pour mentalement se reposer aussi, pourquoi pas un Bonnet, tout ça. Donc ouais non, tourner un peu sans bazarder, mais franchement, s'il y a des fêtes, même 2-3-0, je l'oublierai vraiment très vite. Faut profiter de faire jouer les jeunes aussi, puis refaire jouer Ben Mohamed aussi, et puis faire jouer les jeunes. Ouais, c'est ça. C'est juste ne pas mettre ses forces vives dans ce match, sachant qu'il y a un match pour moi qui est très important contre Guingamp juste derrière. Je rejoins les gars. De toute façon, De toute façon, quand je parlais de bazarder, c'était faire tourner l'effectif. Mais faut se dire que les gars qui sont sur le terrain, à qui on donne une chance dans des matchs auxquels on compte pas, ils sont aussi là aussi pour donner des mal de crâne ensuite à Paul Le Guen pour faire sa composition d'équipe. Parce que à supposer par exemple que ça se passe bien, voire très bien, on est, je sais pas, un Je suis Casimir qui est en feu, un petit Ilan Gomez qui va planter 2 à 3 buts à De Marconnet, et ben ensuite il se postulera d'autant plus facilement à une place dans les matchs qui pour nous comptent. Mais en tout cas cette année, le format de Coupe de France qui a des faux airs de Coupe de la Ligue pour les 2 tours à venir me plaît vraiment très peu. Et effectivement, si on doit sortir de manière prématurée, eh ben tant pis, c'est pas grave, il y aura toujours d'autres matchs après à commenter. On en a fini en tout cas à notre niveau pour le match d'Amiens. Mais maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti.
Père Noël Romain, qu'avez-vous dans votre hôte cette semaine à nous offrir? Alors, cette semaine, je vous propose de commencer par les réactions d'après-match du match contre Amiens. Et puis après, on parlera des sondages qu'on a lancés début de semaine dernière, qui sont un peu les trophées de mi-saison de Actu, les MVP quoi, de la mi-saison, qui sont partis jusqu'en Turquie. Donc on a des résultats un peu particuliers, mais on va rigoler, on va partager ça avec tout le monde. Je reviens donc sur les réactions d'après-match avec Steve Legros qui nous dit que clairement que ça fait plaisir, qu'il y a du rythme, des occasions grâce au 4-4-2. Ce n'est pas une victoire, mais on se contentera de ça pour le moment. La compo était intéressante. Fanatique qui dit que la parole est à la défense, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il trouve que le Hack a été béni des dieux sur 2 tirs amiénois. Il parle de la barre et puis aussi de ce qu'a loupé Blin, il me semble. J'ai aimé la prestation de Yakou, qui malgré sa mise au placard a montré de belles choses. Je suis inquiet pour Jamal et Boutaïb. Et Boutaïb, première encourageante. Oui, parce que si t'es inquiet pour Bouteille, on m'a dit, bon, s'il est inquiet, voilà, c'est bon. La précision était importante. Alors par contre, il y a Antoine Duboc qui est un petit peu dur, je pense, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Il met 0-0. Alors François Menouri, l'effet Boutaïb. C'est peut-être un peu tôt quand même, faut qu'il se remette en jambe le garçon, là, Boutaïb. Oui, c'est un peu dur. Après, moi je me revois à l'occasion où il est dans la surface, où il fait un tir croisé. Je pense que s'il avait 4-5 matchs dans les jambes, ça aurait pu finir au fond. Là, ça part carrément à côté. Après, il faut prendre aussi en compte que ça fait 1 an et demi qu'il a pas joué, je crois. Donc, on va être tout doux. Moi, je pense que pour 1 an et demi sans jouer, c'était pas trop mal. On va attendre un peu. Je pense que c'est peut-être une petite blague, parce qu'on l'attendait un peu comme le Messi et tout le monde s'attendait peut-être qu'il marque dès le premier match. Non, mais ça sent le football, Boutaïb. Il y a pas besoin d'être un grand connaisseur pour voir que ça sent le football et qu'il est capable de faire des choses avec le ballon et sans le ballon intéressantes. Donc, espérons en tout cas que ça se conforte dans le prochain match. Et ben justement, il y a Tyranor qui dit que l'association Bonnet-Boutaïb, ça promet déjà, donc que ça sent le football effectivement. Ackman qui est de plus en plus inquiet et qui dit que Thierry est de plus en plus décevant. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait en première partie d'émission. Oui, il est temps. On a dit, il est temps. Il est temps pour Jamal maintenant de marquer vite parce que sinon, encore 2 matchs comme il a fait là cette semaine et je pense qu'il va sortir de l'équipe. Et je vous en donne encore 2. Donc on a Barnol qui trouve que Koulibaly à droite a dû être testé de mémoire qu'une seule fois et c'était pas ça du tout. Il a complètement fait le job cette fois. Mbemba, de moins en moins d'erreurs. Merach, encore juste, il attend un peu plus de Merach encore. Thierry insuffisant. Le Cal Basque était au top pour lui. Et il pense que Boutaïb va progresser encore. Okay. Oui. Et puis je terminerai par Julien Le Cacheur, donc avec une analyse à tant soit peu complète. Visage complètement différent avec Boutaïb. Technique, solide, intelligent. Déjà une belle relation avec Bonnet. Gros match aussi de l'immortel Koulibaly. Le mec revient toujours de nulle part. Et enfin des jeunes, belle rentrée de Fofana en fin de match. À revoir. Ouais, je voudrais appuyer sur ce point-là. C'est le mental de Koulibaly quand même. Le mec, il était titulaire au HAC. Ensuite, ça s'est mal passé. On l'a prêté, on l'a mis au placard. On dit bon bah là, on a besoin de toi. Il est là, il fait le job. Franchement, moi ça, c'est respect. Ouais, rien d'autre à rajouter. À voir. En tout cas, c'est bien pour quelqu'un qui est mis au placard de sortir comme ça et de rappeler que il a pas lâché et il est capable de sortir une prestation. Ensuite, si on retrouve le Yakuba de la première saison, il n'y a pas de problème. C'est celui qui a suivi après qui nous pose quelques soucis. Et donc je vais vous donner les résultats de ce qu'on a lancé la semaine dernière, qu'on a appelé les trophées actu. Donc on voulait voir un peu pour la température auprès des followers des meilleurs joueurs à mi-saison, et ligne par ligne, presque poste par poste. Et donc on commence par le meilleur défenseur central à vrai sur la phase d'aller. Alors, pendant 2 jours... Ne rigolez pas. Pendant 2 jours, c'était Mayembo et notre sondage a d'un seul coup dépassé les frontières havraises et même les frontières françaises et européennes. Et donc du coup, c'est Ersoy qui a gagné ce sondage avec 66% des voix. Vous l'aurez compris, avec une large majorité de la communauté turque qui a voté pour son joueur. Bon, ça peut se comprendre. Après, si on reste sur le choix des activistes, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ersoy, Mayembo, Basque ou Gibo? Franchement, moi ça m'a fait rire parce que quand j'ai voté, c'était dans les
Dans les premiers jours, je voyais Mayembo avec un 54-60% et je voyais Ersoy qui était même pas à 5%. Je me suis dit, bon, le choix est vite fait. Tu reviens 3-4 jours après, tu fais, attends, mais il s'est passé quoi là? Et à un moment, je me suis dit, ah, ça sent les élections un peu à l'américaine. Là, C'est il y a les des fake votes news, en. voilà. Ouais, voilà, je me suis dit, oh putain, il s'est passé quoi? Bah après, on peut se comprendre, c'est les votes sur Twitter, que ce soit tous les sujets, on vote plus celui qu'on aime que celui Tout à fait. qu'on trouve meilleur. Et je pense qu'ils regardent pas trop les matchs du hack, même s'ils aiment Ersoy. Bon, n'empêche, c'est qui ton choix? Ah, mon choix, bah pour moi, j'ai voté. Pour moi, c'était Mayembo. On l'attendait pas non plus au début de saison. Il est rentré dans l'effectif après que Ersoy ait pris son rouge. Et il a eu du mal à ressortir. Moi, pour moi, c'est le meilleur défenseur cette saison. C'est mon choix également. C'est le mien aussi. On passe au meilleur latéral sur cette phase allée. Donc là, le sondage n'est pas parti. Il n'est pas sorti du Havre ou de la France. Et donc il y avait Meraj, Ben Mohamed, Yowo, Koulibaly et Gibo sur cette phase allée. C'est Meraj qui l'emporte malgré tout avec 34,3%, une courte avance sur Gibo. Et vous auriez voté quoi, les gars? Vous avez voté quoi d'ailleurs? Pierre Gillot. Moi, franchement, j'étais un peu sur ma réserve parce que Meraz, je crois que j'ai voté Meraz, mais pour le passif, pour l'ancienne saison, parce que Ben Mohamed, bon, il a prouvé que c'était pas terrible. Moi, Gibo sur un côté, j'ai trouvé ça mi-figue, mi-raisin. Oyo, moi j'ai énormément d'espoir sur lui, mais malheureusement il a quitté un peu le 11, donc j'ai voté vraiment Meraz, mais vraiment surtout par défaut, ouais. Ok, on passe au meilleur milieu défensif. Donc sur la phase allée, on proposait Lecal, Basque et Mbemba. Et là, on n'a pas de gagnant. C'est Lecal et Basque à égalité parfaite, 46,9%. Pour ma part, un petit avantage à Basque quand même, parce qu'il a tellement dépanné. Et même en tant que milieu défensif, je l'ai trouvé bon. Moi, je suis Romain Basque également parce que en fait, il a eu des hauts, il a eu des bas, il a dépanné partout. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de discussion, ça devrait être Victor, mais Victor était quand même en dedans pendant cette première partie de saison, et que si Victor retrouve le niveau qui doit être le sien, il ne doit pas y avoir de discussion possible à ce poste-là. Ouais, puis Romain Basque porte le meilleur prénom du monde quand même. C'est ça. Après, moi j'ai voté Romain, mais je suis pas vraiment objectif, c'est un de mes joueurs préférés au hack, je trouve ça un combattant. Qu'on le mette défenseur, arrière gauche, attaquant droit, gardien, il répond présent. Donc moi c'est vraiment la mentalité que je souhaiterais compenser, donc ouais, Romain Basque. Et quand on pense, je rajoute quand même, c'est quand on pense qu'à l'intersaison, il était à moitié partant pour Dunkerque, c'est d'autant plus méritoire de faire la première partie de saison qu'il a fait. Allez, il nous reste deux postes. Donc le meilleur milieu offensif à vrai sur la phase allée. Bon, il n'y a pas de grosse surprise. On proposait Abdelli, Bonnet, Cornet et Fontaine, puisque Fontaine a quand même plus joué avec des postes à vocation offensive plus qu'autre chose. Abdelli largement devant, 77,1%. Quel était votre vote? J'ai voté Imad évidemment, mais après c'est parce que Imad a joué quasiment toute la saison comme ça. Après à voir, parce que sur les prochains matchs, si c'est Bonnet qui a ce poste numéro 10, le sondage il pourrait être peut-être reposé. Imad également, parce qu'effectivement Alex n'avait pas assez de temps de jeu, mais si Alex continue à avoir le rayonnement qu'il a là, il va sérieusement concurrencer Imad. Je pense que Fontaine en offensif, non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Donc et comme tu le dis, tu l'as mis là parce qu'il fallait le mettre là, mais c'est pas du tout son poste à la base. Donc déjà quand il joue à son poste, des fois c'est compliqué. Donc à un poste qui est pas le sien, c'est d'autant plus difficile. Et Cornet, de toute façon, il est arrivé, on n'a rien vu et il retourne sur le banc de touche. Là aussi, grosse remise en question à avoir pour un joueur à qui on donne une chance, alors que c'était compliqué pour lui sur les années précédentes. Et on va terminer par la question. Quel est le meilleur attaquant à vrai sur la phase allée? Alors, avant de vous donner les choix, on va décerner un titre spécial quand même à CSC. Je pense qu'il mérite, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant. Qu'est-ce que vous en pensez? On le rappelle, chers amis auditeurs, par contre, Florian, il y a une private joke entre nous. Si CSC est le meilleur joueur à la fin de la saison, il se fait floquer le maillot du hack avec CSC dans le dos. S'il vous plaît, Boutaïb, Thierry, faites le job.
S'il vous Et plaît. donc, et donc justement, on proposait Bentil, Thierry, Alioui et Basile. Et c'est Bentil qui l'a remporté devant Thierry d'une courte avance, puisqu'il l'a remporté avec 40,3% des voix, et pour Thierry à 39,9%. Les deux là étaient largement devant Alioui et Basile, et ça se comprend. Puis Bentil le mérite, petit jeune sur lequel on comptait pas forcément dessus, enfin pas le rôle en tout cas qu'il a joué sur cette moitié de saison, et puis qui a fait le taf. Ouais, après, c'est dommage qu'il y ait eu cette histoire de Covid et un peu de blessure, parce qu'on aurait aimé le voir un peu plus, mais on trouve qu'il est pas vraiment à son niveau, et moi je remets en cause aussi que pour moi c'est pas un finisseur, mais plus un 9,5. Ali, oui, c'est en dents de scie, et Basile sans commentaire. C'est pour ça que les critiques contre Thierry vont malheureusement pour lui commencer à tomber, parce que s'il retrouve un rôle qui est censé plus lui correspondre sur cette deuxième partie de saison, c'est là qu'on va peut-être un peu lui tomber dessus aussi, quoi. Bah, moi, j'ai voté Jamal de toute façon dans ce truc parce que au final, Godwin, effectivement, il a fait des choses intéressantes, mais sur combien de temps? Il a été très peu, il a mis du temps à rentrer dans l'effectif. Quand il est rentré dans l'effectif, il y a eu des bonnes prestations proportionnellement au nombre de buts marqués par rapport au temps de présence. Mais il est tout de suite sorti de l'équipe sur blessure. Alors si sur 4 bouts de match et 2 titularisations, tu peux être le meilleur buteur de la saison, de la première partie de saison, en tout cas, c'est difficile pour moi de juger. Je mets Thierry parce que c'est le seul qui a joué, mais comme je l'ai dit là en début d'émission et déjà la semaine dernière, maintenant il n'y a plus de droit, il y a plus de droit à l'échec pour Jamal, étant donné que il retrouve potentiellement un poste qui lui convient mieux. Donc ça veut dire que désormais les courses de poulet sans tête devront au moins rapporter des pénaltys et quand même marquer quelques buts de temps en temps. Et si Bentil avait eu un temps de jeu, on va dire, de 10 matchs complets, je pense qu'il n'y aurait vraiment pas eu de match entre les deux. En tout cas, nous en avons fini. Merci, chers amis auditeurs. Il est temps d'aborder notre deuxième sujet. Droit TV, c'est parti. Armageddon selon Vincent Bolloré. Depuis l'annonce de la défaillance définitive de Mediapro, le monde du football professionnel est en haleine. Ceux qui ont prévu de toucher le jackpot voient le mur arriver inexorablement sans moyen de changer de voie. Petit résumé de la situation. Mediapro achète 80% de la Ligue 1 pour environ 800 millions d'euros par an. Ne réussissant pas à les revendre à profit, son but initial, il est contraint de créer une chaîne pour diffuser les matchs. Avec un abonnement de base très cher pour les standards français, il ne peut rentabiliser l'investissement. Il demande à renégocier à la baisse dès le paiement du mois d'octobre qu'il n'honore pas. Rebelote en décembre où il n'honore à nouveau pas son paiement. Il est acté que la FT va récupérer ses droits, le tout contre un chèque de 100 millions d'euros pour solde de tout compte et l'obligation de diffuser jusqu'à fin janvier. Le manque à gagner est de l'ordre de 300 à 350 millions d'euros pour la saison en cours. Canal est appelé à la rescousse pour sauver les meubles et récupérer les droits via une négociation directe avec la Ligue, mais Maxime Sada, DG de la chaîne cryptée, doit suivre la voie de son actionnaire principal qui veut faire payer au prix fort l'éviction complète dont il a été victime 3 ans plus tôt. Il a annoncé que le paiement de son lot obtenu de Bein ne serait pas honoré début février. Il demande un nouvel appel d'offres global, ces matchs ne valant pas le prix qu'il débourse. Il va y avoir de la casse. Le président de Dijon a déjà annoncé que sans changement rapide, il finirait la saison, mais ne repartirait pas l'année prochaine. Nous avons maintenant plusieurs possibilités. Une diffusion gratuite, le pay-per-view, un écran noir et dans tous les cas, beaucoup de questions pour les dirigeants de clubs de football. Messieurs, on a voulu revenir un peu sur ce sujet car il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites ces derniers jours. Nous sommes désormais dans le flou. Comme il a été annoncé, le président de Dijon a déjà annoncé qu'il ne repartirait pas la saison prochaine. Est-ce que vous pensez, messieurs, que nous allons avoir un cataclysme qui va arriver pendant les 5 mois à venir? C'est la question que tout le monde se pose. Personnellement, plus cela avance, moins ça favorise les clubs et la LFP. Moi, franchement, cette affaire, je la sens mal parce que ça me fait penser, toute proportion gardée, à ce qui s'est passé dans d'autres domaines, l'immobilier, tout ça, la finance, surtout la finance où on spécule, et puis à un moment on se rend compte que ça t'explose à la tronche et que après t'es bien emmerdé parce que ça fout tout l'ensemble
du système, donc là ici tout le système du football dans la merde, on va pas utiliser d'autres mots. Et là, ceux qui ont des économies depuis des années ou ceux qui ont des actionnaires très importants vont s'en sortir. Les autres, ça risquerait d'être compliqué. Je parle même pas de ceux qui arrivent même pas à passer la DNCG ou alors ric-rac. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'on n'a jamais vu ça, même dans les autres championnats, dans les autres sports. En plein milieu de saison, coupé comme ça. Après, malheureusement, je dirais bien fait pour la LFP. Mais malheureusement, c'est les clubs qui prennent. Après, ils ont voulu jouer. Évidemment, c'était très attrayant de cette somme d'argent, mais je comprends pas ce manque de professionnalisme de la LFP qui avait pas une solution de secours parce que le directeur général de Canal, au moment même où les droits étaient négociés, il avait fait une interview par laquelle il disait ah mais ça peut pas tenir, je sais pas comment ils vont faire pour avoir l'argent et si même ils ont des certitudes de paiement. Et là on voit bien qu'ils se sont fait avoir de A à Z. On a l'impression que ça peut tirer d'un film de grande arnaque aux États-Unis, quoi. Romain, pour toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? On a pêché par cupidité, par goût de l'avarice, et au final, on s'est même pas rendu compte que c'était en fait qu'un numéro d'illusionniste. Oui, bah c'est ça. Après, encore une fois, faute aux dirigeants de la LFP qui n'ont pas regardé dans les petites lignes le contrat et puis qui n'ont pas verrouillé tout ça et puis qui ont voulu, qui ont été attirés par l'argent au lieu d'assurer, j'ai envie de dire, le futur du football français et d'y aller tranquillement. Ils ont voulu tout de suite rattraper peut-être le retard qu'on avait par rapport aux autres championnats européens, sauf que la Ligue 1, c'est pas les autres championnats européens. Je suis très inquiet pour les clubs, je suis très inquiet pour le football français, mais si on sort de cette crise, j'y vois aussi l'opportunité enfin de passer maintenant sur des moyens de rediffusion, on va dire plus modernes, avec moi, enfin, je suis militant de ça. J'ai envie de payer pour des bouquets personnalisables à l'infini. J'ai envie de payer que pour le match que j'ai envie de voir. Personnellement, ce qui est certainement pas le cas de tout le monde, mais personnellement, je m'intéresse assez exclusivement qu'au championnat de France, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2. Je regarde très 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 peu de football étranger, voire pas du tout. Après, on me dirait, je suis peut-être bête, hein. mais si demain il y avait un bouquet, on va dire moins cher, où il n'y a pas de Ligue des Champions, où il n'y a pas d'autres championnats, et il y a vraiment que de la Ligue 2, de la Ligue 1, voire que de la Ligue 2 exclusivement, moi je serais plutôt client de ce genre de bouquet. Moi je suis plutôt militant d'un Netflix du football. C'est pour ça que j'étais, on va dire, content, je sais pas, mais que Amazon rentre dans la course avec le Amazon Vidéo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, dans un premier temps, ce que je voudrais déjà, c'est que le football soit français soit sauvé, mais que dans un second temps, qu'il y ait une réflexion, voilà, sur la manière d'amener le football dans les salons des gens. Alors le souci justement d'avoir des bouquets personnalisés, c'est qu'à la fin, tu pourrais avoir aussi, et c'est déjà le cas, les présidents des grands clubs qui vont demander une redistribution des droits télé à hauteur de l'intérêt que leur club suscite. Ouais. Et le principe de solidarité serait défait. Remarque, ce serait encore raccord avec le football français, où on va à l'encontre de ce qui se fait ailleurs. En Espagne, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, les droits étaient individuels, c'est-à-dire que vous avez le Real ou le Barça qui pouvaient récolter 200, 250, 300 millions d'euros, et à côté, il y avait des clopinettes pour d'autres clubs. Et est-ce que justement, à la fin, justement, le principe du pay-per-view, c'est je paye pour ce que je regarde, mais est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous voyez, je sais pas, des ressources pour Châteauroux, des ressources pour des clubs comme ça. On a vu par le passé des clubs. Regarde, prenons le cas cette année, on a quand même des petites villes. On a Rodez, on a Chambly. Si les droits télé sont adossés uniquement aux personnes qui regardent ces clubs-là, en fait, c'est des clubs on a vraiment des clubs de national avec des moyens de national. Donc, pour eux, c'est la redescente aussi sèche. C'est pour ça qu'on est va falloir avoir une analyse et surtout peut-être qu'on commence enfin à payer les joueurs à leur valeur. Et le problème qu'on a eu ces dernières années, comme ça a toujours été le cas en France, c'est qu'on paye trop cher des joueurs moyens et qui plombent. Avoir un Mbappé, un Neymar qui est payé à ce qu'il a actuellement, j'ai envie de dire, il n'y a pas
c'est pas un souci dans le sens où tu vas avoir des retombées en recettes pour le club et ensuite ce sont des joueurs qui rapportent à la communauté en termes d'impôts et de cotisations sociales. Tu vas avoir le retour. Par contre, un joueur qui est surpayé dans un club moyen, mais où on sait déjà qu'on ne pourra pas trouver l'équivalent à un niveau de salaire identique, tu auras tendance à le surpayer pour qu'il ne parte pas tout de suite. Tu vas essayer de gratter une année. Et il y a un gros problème dans le football français. C'est que la grosse source de revenus complémentaires, ce sont les transferts. Et les transferts vont se casser la gueule. Et là, tous ceux qui envisageaient 20 millions, 30 millions, 40 millions de recettes vont avoir un trou à boucher. La DNCG avait compilé les données des clubs et elle annonçait 800 millions d'euros de transferts à venir. Et le président de la DNCG a demandé à ce que les clubs revoient leur copie parce que ils se voyaient pas mettre 800 millions d'euros de recettes aléatoires dans les budgets. Le Covid en aura peut-être été que l'élément déclencheur. Mais en tout cas, il est certain que le modèle économique va devoir se réinventer. Sinon, effectivement, peut-être que le football professionnel français sera réduit à sa plus simple expression d'ici quelques temps. On en parlera certainement au début de saison prochaine, mais on se demandait si le Covid allait redistribuer les cartes sur cette saison et le fait que les tribunes soient vides, etc. D'un point de vue sportif. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire de droit télé va forcément redistribuer des cartes. Ça, c'est sûr. Est-ce que le hack, pour en revenir au hack, va pouvoir sortir son épingle du jeu et on se l'est dit, en n'ayant rien dépensé l'été dernier, en ne dépensant rien peut-être cet hiver. Est-ce que c'est l'année prochaine qu'on va sortir notre épingle du jeu ? Peut-être. Alors après, est-ce que c'est notre chance à nous de la jouer à fond, mais je pense que cette histoire de droit TV va redistribuer des cartes. Et pour ma part, pour revenir sur les cas, pour moi, je pense que il y a 3 cas qui étaient possibles. L'écran noir, c'est mauvais pour tout le monde, que ce soit supporter, club et LFP. Diffusion gratuite, ça serait très cool pour les supporters, mais j'y crois pas parce que à part valoriser le produit pour la LFP, ils toucheraient aucun argent, je vois pas l'intérêt. Le pay-per-view, ça peut être une idée intéressante, mais ça dépend l'offre. Et préparer l'offre, ça se prépare à l'avance en faisant des sondages, en faisant du marketing, de la communication, et aussi logistique, sur quelle plateforme, tout ça. Donc c'est un peu... ça me paraît un peu pas évident à mettre en place, peut-être pour la saison d'après. Et la dernière solution pour moi, c'est la plus évidente, mais ça va prendre du temps, c'est renégocier. Mais pas forcément avec les anciens acteurs comme beIN et Canal. Par exemple, il y a la rumeur Amazon. Alors, j'ai la déclaration du directeur d'Amazon France. Il a dit « Je suis intéressé par tout. Je ne peux pas commenter cette question. Ce que je peux assurer à nos abonnés Prime, c'est qu'ils auront Roland Garros 2021-2023 sur leur télé. Pour le football, on verra, je ne peux pas parler de ça. Mais il faut savoir qu'Amazon possède aussi certains droits de Première Ligue et de Bundesliga. Donc ils vont peut-être pas acheter tout le bouquet, mais ils vont peut-être avoir des matchs, je sais pas, je vais dire une bêtise, un Brest-Rennes par exemple. Des matchs qui, sur le papier, peuvent être alléchants, mais qui sont pas les têtes d'affiche. Donc ça sera à voir. Moi, je suis pour, si on peut avoir un système, comme tu l'as dit Romain, à Netflix, Amazon, où tu payes, je sais pas, je dis une bêtise, 15 € par mois, mais t'as la Ligue 1, la Ligue 2, si tu veux la Première Ligue, tu payes un peu plus. Enfin, après, le problème de ça, c'est pour les grands fans de football, ça va revenir au même, il faudra payer un peu plus cher, mais est-ce que c'est mieux d'avoir une offre groupée avec tout qui t'a payé un peu plus cher que de payer 15 € beIN-Sport, 20 € Canal, 15 € SFR, et ainsi de suite, et tu retrouves à 50, 60 € par mois, quoi. En tout cas, on aura des informations rapidement. Le contrat de Téléfoot se termine prochainement. Et pour rappel, PSG-OM, c'est début février. Il serait étonnant quand même que ce match se retrouve en écran noir. Nous avons fini en tout cas avec le sujet droit télé. Il est moment d'aborder quelques brefs du hack. C'est parti. Deux brèves rapidement pour conclure cette émission. Fleuriac en féminine a été reporté pour cause de neige. Donc on n'aura pas eu l'occasion de voir les débuts de Mickaël Bunel, qui donc reste invaincu pour le moment à la tête des féminines. Coucou John Kenzo. Et une bonne remarque qui a été faite par Luc Gallet, ça laisse aussi une chance aux blessés actuels, donc Clark et Boussa, de revenir en forme pour pouvoir disputer ce match pour lequel elles seront qualifiées. Et
Dernière information qui concerne l'équipe masculine. On a vu une rumeur selon laquelle Marley Hacké, un jeune ailier de Marseille, serait en discussion pour venir au HAC. Pour nous, c'est une rumeur. On voit la rumeur. Certains disent que ça a un peu d'insistance, mais on a l'impression. Moi, de mon point de vue personnel, j'ai l'impression que c'est en fait une rumeur qui a été lancée et que tous les autres brodent autour sur la même information. Je peux la mettre entre guillemets. Donc, mis à part que quel intérêt de prendre un jeune 6 mois en prêt de 6 mois sec pour le forcer à jouer. Si ça devait, par contre, bloquer la progression de jeunes qui sont déjà en manque de temps de jeu, comme Josué Casimir. Je ne sais pas vous, messieurs, si vous êtes plutôt partant pour récupérer ce joueur qu'on ne connaît pas. On va être honnête, on ne le connaît pas. Mais est-ce que rapidement, Romain, est-ce que tu serais plutôt pour ou plutôt contre? Je serais plutôt pour sous condition. Il faudrait que sa valeur intrinsèque soit déjà plus haute que les jeunes qu'on a dans nos rangs. Après, j'en suis pas persuadé du tout. Il a fait quelques apparitions en Ligue 1, je crois. Mais ouais, vraiment sans opinion là, à l'instant T pour l'instant. Ouais. Ok. Et pour toi, Florian, plutôt pour ou plutôt contre? Plutôt contre pour deux raisons. La première, c'est on joue pas la montée, on essaie de se maintenir le plus rapidement possible. Donc, moi, je pense à la saison d'après, sachant qu'il est prêté que 6 mois, il sera sûrement pas là la saison d'après. Donc moi, je pense qu'il faut axer sur les joueurs qu'on a et qu'on aura la saison prochaine. Et deuxièmement, les prix de joueurs de Ligue 1. Moi, j'ai un magnifique souvenir de Salle Lamonge en provenance de Rennes, qui a dû faire 1 ou 2 matchs. Et ensuite, on l'a jamais revu. Donc moi, surtout quand le joueur, je le connais pas trop, j'ai du mal. Pour moi, je suis contre pour les mêmes raisons que toi. Si ça doit bloquer la progression d'un jeune, il n'en est juste pas question. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy et François Manoury. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.